On part sur ce 13e séminaire qu'on aurait dû faire vendredi 13, comme ça on aurait été dans l'alignement des planètes. Aujourd'hui, on va parler des outils d'évaluation en préparation mentale. Petit sommaire, tranquille, on va faire une petite introduction avec les différentes habiletés mentales qu'on peut avoir. J'ai tourné vraiment ça autour de la compréhension de ce qu'on pouvait évaluer et essentiellement les habiletés mentales. J'ai pas été chercher un peu plus loin sur tout ce qui est stresseur, régulation du stress, émotion et tout ça. Je suis resté dans le grand et je pense que à la suite de ce séminaire-là, si ça intéresse, je repasserai sur un deuxième séminaire sur les évaluations un peu plus poussées des émotions, du stress et des outils qui vous intéressent. Les outils, on en aura trois, et comment les mettre en place, une petite conclusion pour finir. Introduction. Pareil, vous me dites hein, si ça coupe ou si ça parle mal, comme ça je relance et je repars. Alors, Ouais, ouais. pourquoi on va évaluer? Je pense qu'on peut faire un peu une similarité avec les qualités physiques, parce que je pense que on s'en rapproche pas mal. Donc au niveau mental, ce qui va être intéressant de voir, c'est quels sont les impacts sur la performance. Qu'est-ce qui va pouvoir faire que on est plus performant, que ce soit pour un athlète ou pour un collectif, ça peut, ou même pour un entraîneur. C'est tout ce qui peut nous dire que, ok, on a un impact sur la performance, donc ça sert à quelque chose de le travailler. En deux, ce qui va être intéressant, c'est de diagnostiquer s'il y a un problème, s'il y a une faiblesse, si en ce moment c'est compliqué. Ça nous permet un peu de voir comment est la dynamique de notre athlète. Euh, on a l'évolution, c'est-à-dire qu'on part avec l'athlète, on commence avec lui, et comment il évolue, comment ses qualités mentales fluctuent, et comment on peut voir un peu s'il y a une amélioration, s'il n'y a pas d'amélioration, s'il y a une baisse, l'évolution un peu du profil de notre athlète et de comment il se sent. Planification, c'est vrai que c'est quelque chose en planification, en préparation mentale, on commence à en entendre parler, mais c'est plus compliqué à planifier, c'est plus compliqué à mettre en place. Donc je pense que ça peut quand même aider, surtout pour, j'avais vu ça dans l'imagerie, il y avait pas mal de choses qui avaient été écrites sur la planification des séances et comment structurer ça pour que ce soit intéressant, qu'il y ait vraiment une construction derrière. Mais je pense on peut commencer à planifier en préparation mentale, je pense qu'on a les outils pour. En 5, on a la prévention. Je l'ai surtout mis parce que il y a pas mal de questionnaires, d'outils qui nous permettent d'évaluer les risques d'anxiété, de burn-out et ces choses-là. Donc je pense que ça peut quand même être intéressant et c'est un indicateur qui permettrait de savoir un peu comment est notre athlète et comment il va. Et j'ai mis challenge parce que je pense que d'avoir des outils métriques qui nous permettent de voir une évolution, ça permet de nous renforcer. Genre en prépa physique, on a forcément les tests des records, des PR, des choses comme ça, qui nous disent, bah ok, en une saison, t'es passé de ça à ça. Et en prépa mentale, c'est un peu plus compliqué à palper, on n'a pas beaucoup de chiffres. Et du coup, peut-être que grâce à l'évaluation, on peut peut-être avoir un challenge, une confiance, ou se dire, ok, dans l'année, j'ai été un peu mieux sur ça. Malheureusement, il y a pas mal de choses qui restent subjectives et du coup, ça reste un peu compliqué à mettre en place sur l'évaluation. Mais on va voir ce qu'on peut mettre en place. Au niveau de comment choisir son évaluation, je pense que en premier lieu, il y a vraiment le côté de savoir qu'est-ce qu'on veut évaluer, parce que faire des datas pour faire des datas, je pense que ça sert à rien. Et si on n'est pas capable de les analyser et de sortir une chose pertinente pour l'entraîneur ou même pour l'athlète en lui-même, en fait, on s'y perd, on perd du temps pour rien. Et je pense qu'il faut plutôt aller plutôt vite, surtout dans les contextes de haut niveau où ça va être vraiment compliqué de faire comprendre à l'entraîneur que certaines choses sont importantes à faire évaluer. Donc je pense qu'il faut vraiment comprendre l'activité, euh, comprendre ce qu'on doit évaluer, comprendre l'athlète, comprendre le contexte pour après vouloir mettre en place des évaluations. Le pourquoi évaluer, ça peut être très bien pour des sélections, pour des préparations, pour des conseils, juste avoir un conseil, un retour de la personne qui va nous évaluer. Quand évaluer ça et combien de fois, ça va dépendre aussi de pas mal de facteurs au niveau du contexte. Qu'est-ce que notre athlète a besoin? Qu'est-ce que notre client aussi, c'est parce que ça peut être aussi par rapport à des clients. Et comprendre un peu ce côté-là, c'est vraiment des questions à se poser pour, euh, pour avant de prévoir une évaluation. Comment évaluer? Bon, on avait déjà parlé un peu des entretiens et des observations.
Mais voilà, c'est un peu les trois grandes catégories qu'on a. Ça va être des questionnaires, des entretiens et de l'observation. Par qui évaluer? Ça, c'est une bonne question aussi à se poser. Est-ce que c'est toujours, si il y a un prépa mental ou un psychologue du sport qui est dans notre contexte de club ou de personnes, qui va évaluer? Est-ce que ça va être l'entraîneur? Est-ce que ça va être le préparateur physique? Est-ce que ça va être le préparateur? Vraiment savoir qui c'est qui peut évaluer et qui a les compétences pour le faire, c'est intéressant à comprendre et c'est, je pense, quelque chose où il faut se poser quand même des questions. Donc ça, un peu, c'est les ensembles des 5 questions avant de faire une évaluation et de vraiment comprendre ce qu'on cherche à évaluer, pas pour faire des datas, je pense que c'est des questions à se poser. Donc, on retrace un petit peu le parcours des habiletés mentales. Les habiletés mentales, elles sont apparues, si je dis pas de bêtises, dans un livre d'un auteur qui s'appelle Cox, qui était en 1985. Donc c'est assez vieux quand même, ces habiletés mentales, et ils appelaient ça Psychological Skill Training. En français, on traduirait littéralement entraînement des habiletés psychologiques. Sauf que le problème, c'est qu'habilité, il a été traduit différemment. Est-ce que la traduction, ça va être la capacité, ou est-ce que l'habilité, c'est une aptitude? Et c'est là où les scientifiques ont fait un peu des biais parce qu'ils ont été vraiment par leur paradigme. Donc ils ont choisi de dire, OK, habilité, ça veut dire ça, donc on va sur ça. Et vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc ce que je disais, c'était dans le livre de Cox qui parle vraiment de les prémices un peu de la psychologie. Et j'ai réussi à le trouver. Donc je pense que j'essaierai de le feuilleter, de lire un peu, voir s'il y a des choses intéressantes. Donc on a d'un côté, Valet, je pense que ça peut vous dire quelque chose sur la motivation et même j'en avais parlé un petit peu dans le momentum, dans la fixation d'objectifs. C'est un des auteurs qui a pas mal écrit dessus. Donc il n'a pas fait la différence entre méthode et habilité. C'est-à-dire que pour lui, les habilités, c'était les méthodes, les techniques et les stratégies qu'il fallait mettre en place. Donc la pratique permettant d'acquérir des aptitudes mentales. Alors que d'un côté, on a d'autres auteurs qui ont préféré prendre le côté où l'habilité, c'était un skill, donc c'était une aptitude. Donc c'était une qualité à développer par des méthodes. Et du coup, c'est là qu'il y a eu des fois des incompréhensions. On est quand même dans les années 90, donc on a un peu de recul sur ça maintenant. Mais c'était d'un côté, on avait une méthode. Donc les méthodes, c'était l'établissement des buts, l'imagerie, la relaxation, le contrôle des pensées. En fait, toutes les méthodes qu'on a aujourd'hui. Et de l'autre côté, on faisait la distinction avec les habiletés. Donc la motivation, les connaissances de soi, la confiance, l'estime de soi. Et donc, on partait du principe que les méthodes allaient améliorer les habiletés. Alors que Valet proposait l'inverse, que fallait mettre des techniques en place et après on avait des habiletés. Je ne sais pas si c'était clair sur ça, mais en gros, il y avait vraiment une confusion au début sur ça, et c'est pour ça que je repars un peu du principe de base sur les habiletés, parce que je pense que c'est quelque chose qui est important à définir. Attends, Donc, moi, vraiment un truc là, j'ai ouais. pas compris, par contre. C'est que tu dis D'un côté, que tu avais un auteur qui disait que les- c'était les méthodes, et de l'autre, c'était les habiletés, qui se faisaient développer par des méthodes. Et donc, tu avais des confusions dans les articles et dans l'explication du mot habilité. parce que là, tu as dit, le premier, il disait il fallait des méthodes pour développer des habiletés, et après, tu as dit, l'autre, En il gros, que fallait des techniques pour habilité, développer des c'était habiletés. méthode. Genre, le premier, il disait que habilité, c'était méthode, et l'autre, il disait habilité, c'était les skills, donc les aptitudes, développées par les méthodes. Ok, d'accord. C'est plus clair ou... Je sais que Ouais, ouais. c'est un peu particulier, mais genre, c'est pas vraiment de. Ils faisaient pas vraiment une distinction, c'était plus dans l'après qui était intéressant. C'était que le premier avait un paradigme de développer la méthode et l'autre avait un paradigme de développer les habiletés, donc les skills, les aptitudes. Et du coup, ça faussait un peu. C'est pas en développant les méthodes que tu auras des meilleures aptitudes. C'est plutôt en développant, enfin, en comprenant ce que c'est les habilités et après tu mets tes méthodes en place. C'est un peu plus clair? Ouais. Ok. Donc la première vraie définition d'habileté mentale, elle est de 1998 dans un autre journal de psychologie du sport qui décrivait que l'ensemble circonscrit des compétences s'actualisant dans les comportements efficaces résultant généralement d'un apprentissage éventuel favorisant par des dispositions ou des aptitudes innées. Donc c'était assez vague et assez flou quand même à comprendre. Et je vais faire le parallèle avec les habiletés motrices qui étaient à peu près définies sur la même période. C'était en fait les savoir-faire
qui se manifestent dans des mouvements organisés et complexes. Donc habilité mentale, habilité motrice, on faisait un peu le parallèle entre les deux. Ce qui vient nous dire que les habilités mentales, c'est plus du coup des savoir-faire psychologiques qui permettent de manifester un processus cognitif, affectif et comportementaux qui permet à l'individu de réguler ses pensées, ses émotions et ses actions dans un but de performance optimale. Donc c'est des choses qui peuvent être acquises de base. Je pense qu'on a tous un potentiel de base et on va développer celles qu'on n'a pas ou celles qu'on veut améliorer. Est-ce que l'habilité, c'est compris? Ouais. Oui, À peu près. Continue Continue ton. Ce que je trouvais intéressant, et ça, je vous l'ai juste mis pour un peu plus la compréhension, c'est quelque chose qui a été créé par Jean Fournier. Jean Fournier, c'est un gars qui bosse à l'INSEP et qui est très très fort en préparation mentale. Et c'est un des mecs qui a mis en place l'OMSAT, la traduction OMSAT en France. Et il définissait du coup les habiletés psychologiques avec habilités de base, donc des grands principes, donc s'évaluer, se motiver, se concentrer, se relaxer, créer des images mentales. En fait, c'était des grandes catégories, on va dire, un peu comme ce qu'on a en préparation physique où on a les qualités genre souplesse, force, puissance. C'était un peu ça. Et du coup, les habiletés d'organisation, ça va être comment pouvoir travailler ces habiletés de base avec des outils. Donc la préparation en compétition, les routines, la gestion de carrière, en fait, toutes ces choses-là, c'était des méthodes en fait pour travailler ça. Et après, il a mis les méthodes de préparation mentale en place, qu'on peut entraîner. Donc ça va être la motivation, la concentration, l'imagerie mentale, la relaxation, plan de compétition. Et ils ont défini aussi les fonctions. Donc c'est les qualités des entraîneurs, les états de compétition et les habiletés psychologiques. Attention, ce truc-là, c'est juste pour vous faire comprendre. C'est pas il y a eu beaucoup de choses qui sont mises en place et on va le voir par rapport à l'explication de l'OMSAT derrière. Ça a beaucoup évolué. Mais c'était un peu un tiroir. Il faut voir un peu ça comme un tiroir où ils ont commencé à ranger les choses dans les cases pour que ce soit beaucoup plus facile à comprendre, pour que ce soit mis en place. Mais ça date de 2006. Hein. N'oubliez pas que c'est un peu vieux comme référence. Mais c'était juste pour vous montrer le principe de réflexion derrière la construction des outils qu'on va pouvoir voir après. Au niveau des questionnaires, je vais vous en passer 3, comme ça on reste sur ceux qui évaluent les habiletés mentales. Le premier, ce qu'on connaît à peu près tous, c'est le TOPS, et il y a une version TOPS 2. C'est le Test of Performance Strategy. Du coup, c'est là où il faut faire la dictation avec l'OMSAT. Lui ne mesure que les stratégies mentales à utiliser dans le contexte d'entraînement ou le contexte compétitif. Le test est passé avant l'entraînement ou avant une compétition. Donc ça veut dire que c'est vraiment à des moments précis et des timings précis où on veut chercher à mettre en place ce truc-là. Les dimensions qu'il évalue, ça va être dialogue interne, contrôle des émotions, automaticité, pensée négative, donc pensée négative, pensée positive, contrôle de l'attention, fixation de l'objectif, imagerie, activation, relaxation. Vous allez voir par la suite, bon, si ça vous intéresse, je vous le montrerai, j'ai réussi à le trouver en version papier. Et il y a... Comment ça s'appelle? Les questions sont assez vagues et sont pas hyper précises et ressemblent pas mal aux questions qu'on peut retrouver dans l'OMSAT. Donc il est composé de 64 thèmes, ce qui est assez long à faire passer, avec une échelle de Likert de 5. Donc vous êtes entre 1 et 5 et l'athlète répond aux questions. Est-ce que c'est clair pour ça? Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de plus pousser. On sait à peu près tout ce que ça veut et à quoi ça sert ce genre de test. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place, qui dépend énormément de la perception de l'athlète par rapport à ses qualités. Au niveau de l'OMSAT, donc le premier qui est sorti, c'était l'OMSAT 3 en 2001, qui a été réalisé par Nathalie Durand-Bouche, donc celle qui va faire par la suite tous les OMSAT et le profil de médaille d'or, un des questionnaires que je vous ai parlé assez récemment et sur lequel on va s'attarder un peu plus sur le deuxième séminaire sur les évaluations. Donc là, on retrouve 3 catégories, 12 habilités à évaluer et 48 items. Donc un peu moins que l'autre, mais ça reste quand même assez élevé. Et c'est à partir de là où ils ont commencé à différencier les différentes habilités. Donc on a les habilités de base qui sont la fixation de but, la confiance en soi et l'engagement. Donc je pense que sur le coup, ils ont voulu en sélectionner que 3 pour que ce soit beaucoup plus simple
à la compréhension et beaucoup plus simple à la mise en place de ce questionnaire-là. Et l'idée derrière les habiletés de base, c'était de pouvoir développer les autres habiletés, donc les habiletés psychosomatiques et les habiletés cognitives. Au niveau des habiletés psychosomatiques, donc on a la réaction au stress, le contrôle de la peur, la relaxation et l'activation. Là où c'est un peu embêtant ce genre de choses, c'est que c'est un test qui est global, c'est-à-dire qu'il va englober toutes les habiletés mentales et il ne va pas pointer une. Par exemple, si on revient à la première diapo où je vous ai expliqué qu'est-ce qu'on cherche à évaluer, bah, ça va être de comprendre est-ce qu'on a besoin d'une évaluation globale de notre athlète ou est-ce qu'on a besoin d'une évaluation précise. Et du coup, par rapport à la réaction au stress, bah, il y a beaucoup d'autres questionnaires qui sont beaucoup plus spécifiques que ça et qui vous donneront beaucoup plus d'informations sur votre athlète qu'un OMSAT qui est beaucoup plus global. On revient au sujet. Donc les habiletés psychosomatiques, ça va vous servir à mesurer la manière dont l'athlète il régule l'intensité mentale et psychologique pendant son activité. Donc on voit réaction stress, et comment il réagit en compétition, comment il réagit, est-ce qu'il sait se relâcher, est-ce qu'il sait s'activer, etc., etc. Les habiletés cognitives, ça va être la focalisation de l'attention, la refocalisation de l'attention, l'imagerie, la pratique mentale et la planification. Elles servent plus à gérer nos pensées, nos émotions et nos comportements pendant une activité. Et l'ensemble de ces habiletés va nous permettre d'atteindre notre état optimal de performance, enfin, selon la science, on va dire. Parce que on est d'accord qu'il y a pas mal d'autres choses qui sont à prendre en compte. On passe à l'OBSAT 4. Je vous ai mis une petite forme d'évaluation que c'est moi qui l'ai réalisée, donc je me suis permis de la mettre, mais je n'aurais pas mis celle de quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu comment ça se met en place et comment on peut avoir un profilage de notre athlète. Je l'ai fait par rapport à l'OBSAT 4. L'OBSAT 4, c'est juste une réévaluation, on va dire, de l'OBSAT 3, où les questions sont beaucoup plus précises. L'échelle de Likert passe à 7, donc c'est-à-dire que votre athlète il doit se jauger entre 1 à 7. Et c'est un peu plus précis dans la dimension de chaque question. Elles sont traduisibles dans toutes les langues, donc elles ont été adaptées en français. Et on va en reparler par la suite. Vous allez voir. J'ai trouvé récemment du coup une amélioration de cet OMSAT 4 avec des questions en plus sur la qualité du sommeil. Donc par le questionnaire ISMS, qui nous permet un peu plus d'aller chercher en gros l'influence du sommeil sur nos qualités mentales. Donc c'est-à-dire que quand vous passez ce test-là, c'est quelque chose qui peut être à prendre en compte. Ou vous pouvez passer juste l'autre questionnaire à part. Mais il nous permet d'évaluer 2 catégories, donc la qualité du sommeil, avec 5 items, et de l'autre côté, l'impact. L'impact, ça va être intéressant parce qu'il y a 6 items et on peut voir l'intensité, donc l'intensité du score et l'orientation. La question d'orientation, c'est si c'est plutôt vers le négatif ou si c'est plutôt vers le positif. Et ça, c'est intéressant et c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les questionnaires. L'orientation, elle est positive et négative. C'est-à-dire qu'il y a une échelle de Likert qui est beaucoup plus grande. Et je crois que sur celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, on est sur du plus 10, moins 10. Donc vraiment pour avoir un truc un peu plus précis. Et vous allez voir que sur l'échelle, là, on peut voir que sur la direction de l'impact corporel, c'est des choses où on a encore des données psychométriques, mais on pourrait aller sur de l'échelle. C'est-à-dire qu'une échelle, comme vous voyez là, où l'athlète va mettre son curseur. Par exemple, on va mettre d'un côté du rouge, d'un côté du vert, et en fait, au lieu de chiffrer son état, il va plutôt décaler le curseur. Et ça, c'est ce qui te fait de plus en plus. Et nous, après, ça nous permet d'avoir une métrique de 1 à 100. Et en fait, on a juste à savoir où est-ce que l'athlète a mis son curseur, et on sait à peu près un pourcentage de l'item qu'on veut évaluer. Et ça, c'est très intéressant et c'est ce qu'on voit de plus en plus parce qu'il trouve que le côté métrique biaise encore plus la perception de l'athlète. Et le dernier, c'est le dernier que j'ai trouvé, qui est sur un site et qu'on peut trouver en PDF aussi. C'est l'UMSAT, du coup, Unified Mental Skills Assessment Tools. C'est quelque chose qui est beaucoup plus court. On a beaucoup moins d'items, il me semble qu'on en a 30. Et ça nous permet juste d'avoir les habiletés cognitives, psychosomatiques et juste les habiletés de récupération. Ce qui va être intéressant, c'est de passer à un test beaucoup plus court
et beaucoup plus récurrent. Mais je pense que cette passation de questionnaire doit être faite sur des athlètes qui sont confirmés. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas forcément l'OMSAT ne peut pas directement passer par celui-ci. C'est plus pour aller chercher des cibles, on va dire. On va parler de la mise en place du coup de ces tests-là. C'est un peu rapide, hein, de toute façon, vous savez un peu comment ça fonctionne. Je ne vais pas réinventer les choses. Donc, ce qui est intéressant au niveau de l'OMSAT 4, qui est un peu comme le TOPS, mais un peu plus précis, je trouve, c'est que vous pouvez l'évaluer en diagnostic. Donc, simplement, vous le faites passer sur le profilage de votre athlète en début de saison ou même à votre client. Et vous le faites passer dès le début, comme ça vous avez un peu un début et une fin de votre pratique mentale. Mais il peut être aussi évalué en situation spécifique. Ça veut dire que vous pouvez le dire, ok, bah, tu me fais une première évaluation sans explication, juste tu me l'as fait, tu me l'as rempli, on voit ce que ça donne. Et on prend une situation de compétition ou une situation d'entraînement. Donc là, le but, c'est que l'athlète arrive à se mettre dans la situation. Et du coup, vous lui mettez, par exemple, imagine-toi l'entraînement. Souvent, on va essayer de le mettre en place sur le lieu d'entraînement et essayer de le mettre en condition pour qu'il réponde le plus proche possible de ce qu'il peut retrouver à l'entraînement ou en compétition. C'est là où c'est encore pas très optimisé parce que c'est plutôt difficile de se mettre dans le contexte de compétition. Pour la mise en place, on a le fameux papier-crayon qui est souvent très intéressant chez les jeunes parce que ça va être plus simple à mettre en place. Ils peuvent prendre leur temps, ils peuvent recorriger, ils peuvent aller chercher et voir s'ils sont vraiment, vraiment sûrs de ça. On a la passation numérique avec les PDF que je pourrais vous montrer à la fin si ça vous intéresse, où vraiment là c'est chaque thématique est vraiment poussée et vous avez directement le résultat à la fin. Ce qui est plus simple pour celui qui fait passer le questionnaire. Comme ça, on a directement les résultats. On sait à peu près faire un bilan directement à l'athlète. Alors que le papier crayon, souvent, ça va être une relecture après. On note tout et on fait un profilage mental, un peu comme ce que je vous ai montré sur la diapo de l'OMSAT. Et le dernier, c'est passation encadrée et avec un entretien. C'est-à-dire que vous allez être présent avec l'athlète et s'il a la moindre question, vous pouvez l'orienter, pas le pousser à répondre la réponse que vous souhaitez. Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que vous orientez la question en reformulant la question et ça va dire à l'athlète, ah mais oui, mais t'es plus comme ça, non, t'es plus comme ça. Donc, il faut garder sa posture neutre de praticien et essayer que l'athlète soit le plus, et sa perception la plus naturelle de lui-même. Mais ça peut être intéressant pour aller bousculer un peu l'athlète, aller chercher à creuser un peu plus. Par exemple, s'il y a une question où il répond ça, bah peut-être que s'il est dans l'extrême 7, bah peut-être aller lui poser des questions pour savoir s'il s'estime ou il se surestime, sous-estime ou surestime. Au niveau du cadre de passation, bon, je pense que là, je n'invente rien non plus, mais c'est toujours pertinent de le rappeler. Lieu calme, le plus intéressant, ce serait de vraiment s'isoler, se mettre à part, garder peut-être le lieu d'entraînement pour le conditionnement. Je pense que c'est toujours intéressant, mais par contre, éviter tout ce qui est perturbation. Vu comme on est sur des questionnaires qui sont assez longs, si l'athlète doit se concentrer, faut déconcentrer à chaque question, c'est un peu plus difficile pour que l'athlète reste juste dans sa perception de lui-même. Au niveau de la confidentialité, ça va être intéressant de respecter bien sûr le cadre éthique, de ne pas divulguer ses réponses au questionnaire, que ce soit à l'entraîneur ou à l'athlète. Éclaircir le contexte de pourquoi on évalue. Un peu les 5 questions que je vous ai posées au début, bah, c'est toujours pertinent de lui expliquer bah, pourquoi on évalue, quand est-ce qu'on va évaluer, pourquoi ces datas elles sont intéressantes pour nous et qu'est-ce qu'on va en faire. Toujours avoir une personne qualifiée. C'est-à-dire que ça peut être l'entraîneur, mais tant qu'il est qualifié à la passation de l'outil qu'on souhaite mettre en place, bah, en fait, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'avoir un double master ou un triple master. Genre, tant que la personne qui va faire passer le test est qualifiée, pour moi, je pense qu'on respecte les règles d'intégrité de l'athlète et l'intégrité du test. L'accord de l'athlète, bien sûr, on ne va pas lui faire passer alors qu'il n'a pas envie de le faire passer. Souvent, on peut avoir ce genre de dérive sur des entraîneurs, enfin, ou des entraîneurs ou même des prépa mentaux qui veulent absolument avoir une évaluation des qualités mentales de l'athlète, ce qui n'est pas forcément pertinent dans certains contextes. Et du coup, ils cherchent absolument à faire passer ce test-là pour dire, OK, bah, l'athlète, on a fait passer un test, je te prends tes 60 euros, voire plus souvent, et on dit, c'est OK,
je t'ai fait passer un test, c'est une séance. Bon, c'est un peu une critique ironique de ce qui peut se passer dans les dérives de notre milieu. Et il ne faut pas non plus le faire passer pour sélectionner un athlète. Donc ça, je parle pour tous les questionnaires, mais en plus pour les OMSAT, ça nous donne des informations sur l'athlète, et si on s'en sert pour la sélection d'un athlète, c'est pas très éthique, et on sort un peu de notre cadre. Au niveau de ce qui est intéressant, ça va être les feedbacks qu'on va faire. Si on balance le questionnaire et que l'athlète n'a pas du tout le retour et qu'il se laisse un peu à lui-même avec son questionnaire et ses petits points ou son profil, bah, ça n'a pas trop de sens. Donc il faut vraiment lui expliquer les scores, mettre une interprétation et potentiellement l'aider à mettre en place des stratégies pour améliorer ou stabiliser certaines qualités mentales. Pour conclure, ce qui va être compliqué avec ces tests-là, c'est que les ressources psychologiques évaluées, donc elles ne sont pas optimisées. C'est-à-dire qu'il m'en manque beaucoup de ressources par rapport à l'attitude de l'entraîneur. Je vous en ai mis quelques-unes, du coup, bah, ça va être le mode de leadership, la connaissance de la psychologie, la connaissance de l'activité, le regard des femmes à l'adolescence. C'est des choses qui ne sont pas spécifiques au test. C'est-à-dire que le test n'est pas fait pour les enfants, il n'est pas fait pour les adultes, il est global. Il n'est pas fait pour le genre masculin, pas fait pour le genre féminin, il est global. Donc en fait, ça va englober. Et là, la question qu'on va se poser, ça va être, est-ce que ça serait pas intéressant de partir de l'OMSAT et d'utiliser certains items et de les adapter au profil de notre athlète ou au profil de l'équipe, avoir vraiment un contexte précis. Les ressources psychosociales, pareil. Les types de leadership, la communication, la relation ou les teamwork ne sont pas du tout pris en compte. Et je rajouterais même que la santé mentale n'est pas forcément pris en compte dans l'OMSAT. Et c'est un peu un teasing pour ce qu'on va avoir plus tard. C'est que dans le profil de médaille d'or, c'est un truc qui est un peu plus complet et où on va avoir l'évaluation de ces choses-là. Pareil, traduction, qui est un peu incomplète. C'est-à-dire qu'entre l'OMSAT 3 et l'OMSAT 4, il y a l'étude du coup de Jean Fournier en 2006 qui a montré qu'il y avait vraiment des problématiques au niveau de certains items qui étaient mal traduits, où on avait une incompréhension quand on voulait passer de l'un à l'autre. Bien sûr, maintenant, l'OMSAT 4 a été validé en français, validé en anglais et validé dans toutes les langues. Donc, ce qui laisse un peu plus de validité à faire passer ce test-là. Cependant, et ce qui était intéressant aussi dans ce test, enfin de cet article, c'est qu'ils expliquaient qu'il fallait vraiment que notre athlète ait une connaissance des habiletés mentales. Si vous lui faites passer le questionnaire alors qu'il n'a aucune connaissance de ce que c'est l'imagerie, de ce que c'est la relaxation, de ce que c'est l'activation, en fait, vous allez juste le perdre et il ne va pas comprendre. Donc, le test n'aura pas de sens. Donc, important d'avoir une connaissance en amont des pratiques mentales, des outils qu'on peut avoir et des habiletés mentales. Et ce qui est intéressant, ce qui montrait que dans l'article, c'est que du coup, Nathalie Durand-Bouche, qui est une Canadienne, et Jean Fournier, qui est un Français, et ils ont évalué un peu du coup les différences entre la passation en France et la passation au Canada. Et le Canada était bien plus en avance sur la compréhension et la connaissance des pratiques mentales et des outils qu'en France, où vraiment on avait une incompréhension à l'époque. À l'époque. On commence à avoir de plus en plus une compréhension de la pratique mentale et de la psychologie et du travail mental, mais ça reste encore bien moindre que dans certains pays anglophones. Et la dernière limite qu'on peut avoir, ça a un peu englobé tout ce que j'ai dit auparavant, c'est que c'est non spécifique au sport, c'est que vous pouvez prendre le vélo, vous pouvez prendre le tennis, vous pouvez prendre tous les sports. L'OMSAT peut être passé, mais il n'est pas spécifique. Et pareil pour le contexte sportif, c'est-à-dire que peut-être qu'on est dans un contexte de sport ou peut-être que le prépa mental est hors du cadre du club, donc il ne prend pas en compte le contexte sportif de l'athlète. Et c'est là où ça peut poser des problèmes. L'âge, les compétences de l'athlète, pareil, ce que j'ai expliqué un peu avant, sport individuel, sport collectif, pas pris en compte. Mais ça arrive. Par exemple, je ne pourrais pas le montrer en live là, mais c'est un questionnaire qu'on peut avoir, qui a été fait du coup par le gars qui bossait à l'OL de ma promo, et que lui a mis en place un questionnaire spécifique pour le foot, pour son contexte à l'OL, et il prend en compte d'autres facteurs. Je pourrais le montrer après si vous voulez. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Il est beaucoup plus simple à passer. Il y a beaucoup moins de questions. Et il est très spécifique par rapport au poste de gardien. C'était l'exemple qu'il avait mis en place. C'était que le poste de gardien Mathieu, était vraiment évalué. Ouais, vas-y. Ouais, Excuse-moi, je pense que je t'avais crois que fini c'était ta ta phrase. phrase. vas-y.
Non, j'ai Non, juste j'ai du juste mal du mal à à comprendre comprendre comment comment en quoi en le quoi le contexte contexte sportif sportif peut, jouer jouer sur ça, sur étant ça, donné étant qu'il donné évalue qu'il des évalue des habiletés habiletés mentales d'une mentales d'une personne. personne. Et du Et du coup, alors je coup, dis alors je pas dis que pas c'est pas que le c'est cas, pas mais le du cas, coup, mais je du coup, je comprends pas comprends trop pas en trop quoi en quoi le le contexte contexte sportif sportif peut peut impliquer impliquer sur ça. sur Par ça. exemple, un sportif, bah, en fait, j'ai pris très large, hein. C'est pas forcément hyper pertinent d'avoir mis en gros contexte sportif, mais j'ai pris hyper large en disant, bah, en fait, tu sais pas si c'est sur de la clientèle, donc un athlète qui vient te voir en particulier, ou un athlète qui est dans une équipe de sport en spécifique. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines habiletés mentales qui sont plus ou moins importantes que d'autres. C'est-à-dire que ta personne lambda, par exemple, qui fait du sport à son niveau, pas forcément à très haut niveau, n'aura pas besoin de la même évaluation qu'un sportif de très haut niveau, qui a besoin peut-être d'avoir des spécificités dans les items. Je sais pas si je réponds à ta question. Mais c'est comme ça que je Si, un l'explique. peu, Si, mais un peu, mais c'était une question. C'était c'était une une question ouverte. question ouverte. Je ne Je ne m'attendais m'attendais pas. pas. Enfin, Enfin, je me je posais me la posais la question et question et j'arrivais pas à avoir de avoir de réponse réponse immédiatement. Donc immédiatement. mais si, Mais un peu. si, un peu. C'est un peu ce truc-là. J'ai voulu spécifier, mais c'est vrai que oui, bah, quand on passe comme ça, tu vas souvent le faire passer à n'importe qui. Et c'est là où c'est problématique, c'est que, ok, pour ta personne qui n'est pas forcément à très haut niveau, en fait, faire passer l'OMSAT sans modifier les items, ça pose pas forcément de problème, ça donne une idée globale. On sait très bien qu'on ne pourra pas tout améliorer sur une personne, comme sur l'évaluation des qualités physiques. C'est un truc qu'on ne pourra pas tout évaluer. Donc je pense que le contexte sportif peut être pris en compte dans un questionnaire. D'où l'idée de vous présenter après le questionnaire sur la médaille d'or ou par exemple sur ceux qui ont été faits dans certains clubs. Parce que c'est intéressant aussi, hein. Le seul problème de faire son propre questionnaire, c'est qu'il n'est pas validé scientifiquement. Mais vous, à partir du moment où vous avez un nombre de normes pour votre questionnaire, en fait, il n'y a pas de souci à créer son propre questionnaire en fonction de ce qu'on cherche à évaluer. Et pour finir, un peu pour avoir à finir sur un message, ça va être vraiment comprendre ce qu'on veut évaluer. Je pense que c'est la chose primordiale à avoir et ce qui est adaptable en fait à tous nos contextes et que ce soit du côté physique ou du côté mental, je pense que c'est vraiment important avoir cette idée en tête. Être à l'écoute des besoins de notre athlète et du staff nous permettra d'évaluer beaucoup mieux les qualités mentales. Et respect du cadre éthique. Bon, ça, c'est un peu la chose que je mets à chaque fois et que je trouve pertinente. Mais bon, voilà, c'est toujours le truc à rabâcher, qu'il faut vraiment respecter notre athlète, respecter sa confidentialité et la confiance qu'il nous met. Parce que si il a confiance en vous, d'aller faire une rupture au niveau de la confiance que vous avez avec votre athlète, je pense que c'est la pire des choses. Et je pourrais vous en parler dans mon contexte sportif. Voilà. C'est un peu la conclusion. Avant de vous passer ça, petit teasing sur ce qu'on va voir, le profil de médaille d'or, et il ressemble à ça. Donc voilà, la prise en compte de les qualités interpersonnelles et de la santé mentale dans ce nouveau HomeSat, on va dire, même s'ils l'ont appelé profil de médaille d'or, et fait par la GOAT Nathalie Durand-Bouche, qui est une femme incroyable, très très forte dans son domaine. C'est plus vendeur. Je fais un teasing. Abonnez-vous, likez si vous voulez voir. À 3000 likes, Moi, je veux du contexte sportif. à 3000 likes, Je veux du contexte sportif si ça te dérange pas, parce que je trouve ça intéressant pour pouvoir donner des exemples. vas-y, comment ça Là, te tu dis, ce que tu as dit, bah, moi, tu sais, par exemple, là, par là, rapport à par ce que rapport tu à ce que venais tu de venais dire, de dire, t'as dit, je je pourrais donner pourrais un donner un exemple de exemple de contexte contexte sportif par sportif rapport, par rapport forcément à ce que tu es forcément en à ce train que de tu es dire en train de dire maintenant, maintenant, par exemple. par exemple. Oui, bah oui, Euh, complètement. Bah voilà, Bah et du voilà, et coup, je du coup, voudrais je bien voudrais que bien que tu tu étayes étayes dessus pour dessus que pour nos que nos amis amis auditeurs auditeurs puissent puissent comprendre, comprendre, sans nommer, quiconque, mais quiconque, juste mais donner juste des donner des exemples exemples pour pouvoir pouvoir comprendre un peu comprendre un mieux peu mieux des choses des choses concrètes. concrètes. 3000 likes, on fait venir Nathalie Durand-Bouche sur le live, les gars. Vraiment, likez. À 2 doigts de la DM. Non, en vrai, par contre, c'est vraiment quelqu'un de très réputé au Canada et j'avais eu l'occasion de la voir sur la SFPS à Nantes et elle avait fait en fait l'ouverture des SFPS
avec la présentation de son profil de médaille d'or et tout ce qu'elle avait fait autour de son travail, autour de la santé mentale des athlètes. Donc, qui était très intéressant. Et pour revenir à ta question, Biara, c'était aussi simple, c'est que prenons mon contexte. Je suis préparateur physique dans le club et je fais un petit peu du travail mental, pas forcément, comment dire, pas forcément mis sur le papier de mon contrat avec le club, on va dire. Et imaginons que je souhaite évaluer les qualités mentales de mes joueuses. Prenons en compte que l'entraîneur a pas la même confiance, a pas la même relation, on va dire, avec les athlètes, et moi, j'ai pas la même relation avec les athlètes. Donc, si c'est l'entraîneur qui souhaite avoir une évaluation des qualités mentales, est-ce que c'est à lui de la faire passer ou est-ce que c'est à moi de la faire passer? Ça, c'est ces choses-là sur lesquelles je peux me questionner et pour avoir une réponse optimale et peut-être avoir euh, la meilleure perception des choses. Donc c'est là où je te dis que le contexte peut être important. Si c'est absolument l'entraîneur qui veut le faire passer et qui souhaite avoir les résultats pour, je ne sais pas quelle raison, peut-être pour connaître un peu mieux son profil ou voilà, et à quel moment le faire passer. Si on le prend au début de l'année, est-ce que ce serait plus pertinent de le faire au début de l'année quand notre contexte ne se connaît pas, quand la relation entraîneur-entraîné n'est pas faite? Je ne sais pas. Peut-être que les filles auraient des réponses différentes par rapport à leur questionnaire. Tu as aussi parlé plutôt que il faudrait être initié d'une certaine manière. Du coup, il est bon, avant de pouvoir passer des évaluations, donc de faire quelques séances avec les personnes pour pouvoir les initier à d'autres choses, ne serait-ce pas forcément une évaluation pour directement comprendre qui elle est, d'où elle vient-elle, etc., pour vraiment la comprendre. Mais juste pour pouvoir, parce que c'est d'une certaine manière, on peut aussi le transposer à plein d'autres choses où, par rapport, on a plus l'habitude de parler de préparation physique, mais je prends l'exemple de la préparation physique où, au lieu de faire passer des tests dès le début pour comprendre d'où est-ce que qui je suis, qui est mon client, etc., où est-ce qu'on veut aller, ou peut-être les initier à quelque chose selon son contexte et selon à quel point il est initié, pour pouvoir avancer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, complètement. Et si tu veux, je peux même rajouter quelque chose qui peut être pertinent. Euh, Lors des conférences que j'ai fait à la FFR à Marcoussis, euh, ils ont instauré genre un bloc de travail mental comment ça s'appelle, dans les formations d'entraîneurs. C'est-à-dire que maintenant, tu veux passer ton diplôme d'entraîneur de rugby, tu as un bloc préparation mentale qui est obligé. Et si tu veux bosser dans le staff français, tu es obligé d'avoir un certain niveau euh, dans ce travail-là. C'est-à-dire que, de un, tu dois travailler tes habilités mentales. Donc, bah, par exemple, la confiance que tu peux avoir à ton staff ou même la relation entraîneur-entraîné. Bah, ça, tu dois avoir des aptitudes là-dedans. Donc, c'est un prérequis pour pouvoir bosser là-dedans. Et je trouvais ça vachement intéressant de mettre ça en place parce que euh, ce qu'ils aiment bien dire, et ce que c'est surtout Michael Campo, celui qui nous a un peu parlé de tout ça, c'était qu'en fait, l'entraîneur, dans certains contextes, je précise dans certains contextes, est le premier préparateur mental. C'est-à-dire que c'est la première personne qui va discuter avec les choses. Par exemple, là, sur le fait que je ne peux plus être sur le banc en élite avec les filles, bah, ça joue dans qui va intervenir en premier s'il y a une problématique. Ça va être l'entraîneur. Ça va être l'entraîneur, ça va être les joueuses. La première personne qui va discuter avec la joueuse, bah, c'est l'entraîneur. Donc, je pense que dans leur optique d'optimisation de la performance, de faire en sorte que il faut développer les compétences de l'entraîneur en termes de préparation mentale et en termes de préparation psychologique ou psychosociale, bah, je pense que ça va dans l'avenir des choses à faire pour un entraîneur, pour qu'il soit complet. Je ne dis pas qu'il faut qu'il ait toutes les compétences, tous les bagages de questionnaire, de machin. Non, ça, je pense qu'il faut le laisser au rôle du préparateur mental ou psychologue du sport. Mais dans l'intervention, peut-être dans le discours qu'il va avoir, ou même, par exemple, c'était Baudouin qui nous avait parlé du briefing, débriefing, c'est le premier acteur qui a la voix dans son staff. Donc, je pense que oui, il faut être qualifié et il faut pouvoir passer certaines qualifications avant de faire passer certaines choses.
Moi, il y a un truc, je suis pas d'accord. Enfin, je sais Vas-y. pas si c'est être d'accord ou pas d'accord Mais ou vas-y. machin. Mais en fait, tu as dit que ces trucs-là, ça devait pas faire partie d'un processus de sélection. Moi, je vois pas en quoi ça devrait pas faire partie d'un processus de sélection, au même titre que tu vas évaluer les qualités physiques ou les qualités technico-tactiques d'un joueur, en fait. Si ton joueur, c'est une brute physique, le mec est hyper, il comprend tout sur le terrain, il a une lecture de jeu de ouf. Par contre, moment important, 5 dernières minutes d'un combat, d'un match, d'un truc machin, il se chie dessus. Ou à côté de ça, je sais pas, d'un coup, il va avoir une baisse de motivation ou ses émotions vont faire comme ça, il n'arrive pas à gérer ses émotions ou quoi, etc. Et en fait, ça peut être finalement le maillon faible de la chaîne euh, que de le garder dans l'équipe. Pourquoi on ne l'utiliserait pas pour le processus de sélection? Parce que c'est pas éthique. Et si demain, Et je fais courir un mec qui fait 200, 150 kilos, un 40 yards, et on va me dire, bah ouais, mais il est trop lent parce qu'il est gros, bah on va dire, c'est pas éthique, du coup, parce que c'est le même test pour un mec Ah, qui va mais faire c'est 80 kilos et super athlétique. c'est là où je pense qu'il y a une grosse problématique de justesse. C'est qu'on prend en fait le côté prépa mental où on doit prendre soin de l'athlète et du bien-être. Et je pense que ces questions d'éthique, elles sont importantes à se poser en fonction du contexte. Je sais très bien qu'en foot américain, il y a la mentalité américaine avec on pousse, on pousse, on pousse. Et je pense que eux, dans leur façon de penser, il y aurait cette sélection par les habiletés mentales. Mais en France, dans ce que j'ai pu voir, c'est un peu mon avis, hein, mais de ce que j'ai pu un peu voir, ce côté-là, il prend parti. C'est-à-dire qu'on va prendre d'abord l'éthique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sélectionner un joueur par rapport à ses qualités mentales, parce qu'on est la mentalité française où on ne va pas discriminer quelqu'un parce qu'il n'est pas capable de faire certaines choses. Mais t'en penses quoi, toi? Là où je suis d'accord avec ça, parce que je pense qu'on peut le développer. Et c'est comme pour les qualités physiques, tu dois les développer. C'est-à-dire Mais que à un certain moment, tu vas pas prendre la personne parce que elle n'a pas les qualités physiques, et à un certain moment, je pense que oui, d'un côté, il faudrait sélectionner en fonction des habiletés mentales. Par exemple, on l'avait vu avec, enfin, je vais rentrer dans une affaire où on ne sait pas tout, mais par exemple avec Mathieu Jalibert, où ses étapes psychologiques étaient un peu compliquées à un moment, où on a vu une non-sélection en équipe de France. Je ne trouvais pas ça très juste que ce soit sorti au niveau de la presse, mais je trouvais ça intéressant que ça ait été un facteur de sélection. Donc je pense que ouais, voilà, tu vois, au niveau de d'un la presse, côté, il y a il y a certains un côté facteurs qui. Ouais. éthique sur la divulgation, etc. Effectivement, ça, je pense qu'il n'y a pas de doute. Parce que oui, quand ça rentre sur la psychologie, enfin, je veux dire, par exemple, je sais pas, ton, ta performance ou ton état physique, tu peux pas le cacher. Tu te montres en public, tu peux pas le cacher. Ce qui se passe dans ta tête, et tu es plus ou moins responsable de ce qui se passe dans ta tête. Ça, tu peux, par contre, si éthiquement le cadre est respecté, ne pas le divulguer, ne faire en sorte que ce soit pas visible. Maintenant, en termes de critères de sélection, je trouve ça hyper intéressant parce que, imagine, tu prends un intérieur au basket, le mec fait 2 m 10, et il voit tout, il a une vision de jeu de ouf, etc. Par contre, il a un physique qui est à chier, tu vois, le mec arrive pas à se déplacer et tout, bah, on peut ne pas le prendre parce qu'on va dire, et le mec par contre est hyper motivé et il a une gestion du stress parfaite et dans les moments importants il va être là et il va vraiment pas flancher, mais ça se trouve on va pas le prendre juste parce que le mec, je sais pas, il est en surpoids ou qu'il arrive pas à courir, tu vois. Genre en mode Nikola Jokic, en gros, tu te dis, c'est pas l'athlète de base. On le prendrait peut-être pas pour ses qualités physiques, quoique le mec reste un athlète de ouf. Mais quand tu le vois, voilà, au début, tu as plus l'impression que c'est une grosse saucisse sur le terrain que un MVP en puissance. Enfin, même pas en puissance, parce qu'il est double MVP. Mais au final, ce qui compte, c'est pas, pour le coup, c'est pas la qualité physique, c'est plus le mental et le technico-tactique. Et du coup, bah, si, comme je redis, techniquement, technico-tactiquement et physiquement, t'es un monstre, mais par contre, dans la tête, t'es une chèvre, bah en fait, l'utilisation pour la sélection, elle a toute sa pertinence. On a vu l'exemple aussi avec Mathieu Bastaro qui passait plus les tests de vitesse et du coup bah ils ont dit non bah en fait c'est fini. Et on a eu la même chose avec un passeur dans le volet.
qui a été refusé, qui a été refusé en Italie parce il était trop en surpoids par rapport à leurs critères. Mais c'est là où, oui, je pense qu'il y a il y a une clarification à faire qui n'est pas faite, clairement, parce que j'ai eu la même réflexion que toi sur la journée de la SFPS, là où ils nous avaient présenté un outil d'évaluation des stratégies de coping. Donc des stratégies que les jeunes athlètes pouvaient mettre en place. Et en fait, j'avais posé la même question que toi. Je leur avais dit, mais en fait, pourquoi on ne peut pas utiliser euh, cet outil qui nous permet de savoir comment l'athlète gère des situations pour sélectionner. Et il m'avait dit, bah non, en fait, on ne peut pas parce que c'est un cas où l'éthique n'est pas respectée. Et je pense que l'argumentation autour du physique est bonne. Et là où j'ai le contre-exemple de cette réponse qu'il m'avait donnée, c'est qu'en fait, tout le monde le fait. Par exemple, tu as un joueur de foot, tu sais comment il est mentalement parce que tu l'as vu jouer. Par exemple, on va prendre l'exemple de Mario Balotelli. Mario Balotelli, c'est quelqu'un qui peut être très très bon et te faire des choses magnifiques, mais te pourrir un match parce qu'il n'a pas envie de jouer. Je pense que la sélection d'un entraîneur va se faire parce que est-ce qu'il va être capable de gérer ça? On a eu le contexte, hein, on a eu le même contexte dans notre équipe de volley. On a un entraîneur qui avait des difficultés à gérer les filles qui avaient du caractère. Donc en fait, il ne les prenait pas. Et il préférait prendre des filles qui étaient plus facilement malléables dans une équipe pour former un collectif. Et du coup, on est dans la sélection à cause des qualités extérieures, donc des habiletés mentales ou des habiletés psychosociales. En fait, cette sélection sur les habiletés psychologiques, elle se fait implicitement. Tu sais que ton mec, dans les 5 dernières secondes ou les 15 dernières secondes, basket, tu dois mettre un 3 points, c'est le dernier, et le mec va se chier dessus, bah, c'est pas à lui que tu vas donner la balle, ou tu vas le laisser sur le banc, ou tu vas pas. Mais ça se fait implicitement. Donc au final, pourquoi pas le, entre guillemets, démocratiser et faire en sorte que ce soit un vrai critère. Et puis, comme tu dis, c'est pas comme si c'était immuable, quoi. Si tu pouvais rien y faire. Tu peux bosser sur ta motivation, tu peux bosser sur ta concentration, tu peux bosser sur ta gestion du stress, des émotions. Donc en fait, c'est juste un indicateur. Si tu es à moins 10 sur la gestion du stress, et bah, tu sais que tu as ça à améliorer, comme si tu avais un bro jump à 1,50 m, quoi. Tu sais que bah, tu as ça à améliorer. L'argument qu'on peut avoir aussi, c'est que, qui est contre le tien, c'est que c'est de l'auto-évaluation. C'est-à-dire que tu ne peux pas te baser uniquement sur l'auto-évaluation de ton athlète. Imagine ton athlète a une confiance en lui très faible et il sait que ce test-là est un critère de sélection. Peut-être que dans sa notation, il va se sous-estimer, alors qu'un autre pourra se surestimer. Et c'est là où, en fait, un test physique, il est vrai parce qu'il a été modifié, alors qu'un test plutôt comme l'OMSAT ou des choses comme ça, mais il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus précis, il est quand même subjectif. Et je ne pense pas que tu peux baser une sélection sur un test subjectif. Donc c'est le seul contre-argument que je pourrais te donner. Mais sinon, d'un côté, je suis d'accord avec toi qu'il y a certains trucs qui se font implicitement et c'est pas bien des fois de faire ça. Mais ça fait partie du sport et tant qu'on n'engendre pas la santé. On parlait de le faire avec un praticien, quelqu'un qui a été formé, etc. Est-ce que justement faire passer ce test par un psychologue du sport permettrait pas de rendre la subjectivité un peu moins subjective, un peu plus objective? Oui, mais ça va prendre du temps. Parce que ça va prendre du temps. Ça va faire qu'il y a un mec qui passe avec chaque personne faire un entretien. Mais non, ça dépend pas que de ça. Ça permet en plus de. Il faut lui faire prendre connaissance des choses. T'as un jeune, il connaît pas les habiletés mentales, tu dois tout lui expliquer. En fait, c'est pour ça que ça prend du temps. Mais là où je vais t'apporter un élément de réponse, c'est que, par exemple, de ce que j'avais entendu dans les centres de formation à l'OL ou tout ça, c'est qu'ils font passer beaucoup de questionnaires et les font passer un peu comme à l'usine. Donc, c'est-à-dire que là où tu vas être sélectionné, ça va être grâce au questionnaire et à l'évaluation du psychologue du sport. Donc, d'un côté, c'est fait, et d'un autre côté, c'est un peu caché, on ne veut pas trop en parler. Mais je pense que ce sera un sujet qui est intéressant à développer et à poser à des... Tu vois, Mathieu, ce que tu as dit tout à l'heure, en vrai, c'est un peu applicable au test physique aussi, parce que ton test physique, si t'as beau avoir une donnée à la fin de ton test, si la personne
elle gère elle gère mal mal son son test, test, il peut être il peut être faussé faussé et la et la personne pourrait personne pourrait être être bien bien meilleure sur le meilleure sur le terrain ou à terrain ou à l'inverse. l'inverse. Et du coup, Et du coup, je pense, je pense, c'est dans ta dans ta structure, structure, qu'est-ce que tu qu'est-ce veux que mettre tu en veux place mettre en comme place comme critère critère de de sélection sélection et à quel et à point tu quel fais point tu fais confiance à ces confiance à ces critères-là critères-là pour dire pour je dire garde je ou je garde garde ou je pas garde cette pas cette personne personne ou je lui donne ou je sa lui donne chance sa ou je lui donne chance ou pas je lui sa donne pas chance. sa Et je chance. pense Et que je c'est pense que valable c'est pour valable le pour le physique comme le physique comme mental, le c'est mental, pour les c'est deux, pour tu les vois. deux, tu vois. Ouais, c'est clair parce que tu fais un test, tu fais un bro jump, tu testes ton explosivité horizontale. Ok, très bien. Mais qui te dit que soit le mec est monstrueux et il va vraiment être capable de courir à cette vitesse-là sur le terrain, que ce soit d'un côté effectivement physique, et est-ce qu'il va avoir envie de s'arracher pour aller chercher une balle à cet endroit-là ou à cet endroit, le mec peut être monstrueux. Sauf que si mentalement il n'a pas la motivation d'aller chercher la balle, le mec va pas se donner à 100%, il va être à 60%. Donc en fait, ton test, Ouais. ok, grand bien de face, t'as fait un bon bro jump. Ou alors, par contre, à l'inverse, t'as fait un score de merde. Par contre, t'es un mort de faim. Tu sais que ta place, elle se joue. Tu sais que ton contrat, il se joue. La balle, tu vas aller la chercher. Le mec, tu vas aller le tacler. La balle, tu vas aller la chercher dans les airs. Tu vas prendre le rebond. Tu vois, c'est Ouais. vrai que, et en fait, tout ça, in fine, c'est le côté psycho. Et moi, je le remarque beaucoup. Tu vois, quand je joue avec mon gamin, là, euh, c'est marrant parce que je remarque des fois, je sais pas, on joue tous les deux et je vais lui faire une balle, tu sais, qui est pas très précise, tu vois. Je vais me foirer un peu à partir sur le côté ou va y avoir un coup de vent, elle va être un peu courte, tu vois. Et même à l'entraînement, le gamin, il s'arrache partout, tu vois. Il arrive, il fait même des fois à l'échauffement, il va faire une glissade, il va s'arracher, il va courir dans tous les sens, il va faire des grands écarts et tout, tu vois. Genre, il a une mentale de. Il va tout aller chercher, tu vois. Il va tout aller chercher. Plus que des mecs qui vont courir plus vite que lui, qui vont être plus grands, qui vont être plus. Et moi, c'est un truc, je l'ai quasiment pas vu, tu vois, dans mes clubs où j'ai joué. Genre un mec comme ça qui s'arrache, qui va courir par exemple, grand écart à droite, grand écart à gauche, alors qu'on est à l'échauffement, tu vois. Généralement, c'est plus, vas-y, je vais laisser la balle, tu vois, je vais laisser courir. C'est bon, c'est à l'entraînement. Bon, écoute, vas-y, me mets un point. Non, non, lui, il va aller chercher, tu vois. Et du coup, ça, c'est pas du tout. Bien sûr, ça joue sur à quel point tu es capable de réaliser ça, courir, te déplacer, pour la balle. Mais d'abord, c'est là. C'est si la balle qui est à 2 mètres, tu as envie d'aller la chercher, tu vas faire le pas de plus pour aller la chercher. Si la balle qui est à 2 mètres, tu as juste la flemme, tu vas t'arrêter et tu vas dire, ah, c'est bon, il m'a battu, tu vois. Ouais. Non, mais Carrément. c'est vrai, et ça m'a fait penser à un truc, c'est quand j'ai fait les tests de sélection au pôle à Orléans, euh, t'as des mecs qui te Meilleur but de regardent, France. plus maintenant. Mais avant, c'était pas mal. En gros, t'as tes tests physiques, donc ok, normalisés, enfin, on a fait ça sur le tapis, donc est-ce que ça valait quelque chose ou pas? Donc ils regardaient ça, ils regardaient bah, la motivation que tu avais donc, dans le CV que tu proposais et dans l'implication que tu allais mettre, et ils regardaient des randonnées. Donc les randonnées, des combats, ou pour eux, peut-être qu'ils avaient une grille de référence en disant, bah lui, regarde, il fait ça, ça, ça. Sauf que tu peux prendre en compte ses qualités mentales. Sauf que c'était pas codifié, c'est pas normé. Et pour moi, ce truc-là de non-clarification de certaines choses, bah, ça manque un peu. Et là, je parle en ne sachant pas ce qu'il y a. Mais je pense qu'on pourrait chercher des trucs de clarification dans nos contextes sportifs. Qu'est-ce que tu as besoin en fonction de ton contexte et qu'est-ce que tu as comme profil de joueur à ta disposition? Tu fais un recrutement, tu veux ça, ça, ça comme joueur, bah, en fait, il te faut ça, ça, ça comme joueur. Et du coup, tu es obligé de gérer par des critères bah, psycho, on va dire. Ouais, ouais. Et sinon, vu qu'on parlait de prépa mentale, de psychologie du sport, big shout out to notre Bible à nous, notre, comment ça s'appelle, mince, j'ai plus le mot. Attends, donne-moi une seconde. Mon shutout, il est Shutout, il nul est à nul à chier. chier, mec. Alors ferme-la déjà, comment... Non, attends, voilà, notre imam à nous, Julien Vecchione, des secrets d'entraîneur, qui a invité, je sais pas si vous avez regardé le dernier, avec Makis Chamalidis, prépa mental, enfin psychologue du sport, le mec, je crois qu'il a fait une thèse en psychologie du sport et il a bossé avec l'organisation des JO de Paris 2024, je crois sur l'accompagnement post-JO des athlètes et tout, bref. Et c'est vraiment 1 heure, je sais pas combien il fait le podcast, 1h20, 1h30.
de masterclass sur la psycho du sport et tout. Ah, faut que Moi, j'aille ça voir. m'intéresse. Il parle de tennis, à un moment, bah, il parle de judo, vu que Julien, il vient du judo et tout. Et je l'ai écouté et j'ai sélectionné 2 parties, en tout, ça doit faire 7 minutes à peu près, que j'ai fait écouter à mes gamins. Et genre, vraiment, il y avait les deux là, il y a un moment, individuellement, on s'est assis et on l'a écouté et on a décortiqué ensemble la vidéo et les extraits parce que c'est Yes. vraiment super intéressant. C'est un mec qui fait de la prépa mentale, sans le savoir. Ah, si, je le sais. Je peux dire que quand je me pose un quart d'heure avec un mec qui a aucune concentration parce que sa mémoire, c'est la durée d'un TikTok de 3 secondes et que du coup, on passe 20 minutes sur une vidéo de 7 minutes parce que je lui explique toutes les 2 minutes, on fait une pause, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que ça te fait, bref, c'est vraiment de la prépa mentale. Tu les fais passer, tu sais, tu coupes la vidéo et en dessous, tu mets, tu sais, les vidéos à la con, là, de jeux débiles où t'es la mode. Un truc, Ils un sont truc caprices. Minecraft ou le truc qui court juste pour garder l'attention, tu vois. Et tu sais que c'est excellent parce que j'ai fait une capture d'écran de la vidéo YouTube, du coup, et en bas, tu as une pub, tu vois, je sais plus ce qu'on voit, un lac ou une connerie. Et quand je monte ça au deuxième, il me dit, ah putain, mais je pensais qu'en bas, c'était justement les vidéos Minecraft à la con qui te gardent l'attention. Je pensais que t'avais fait ça comme montage. Je dis, non, non, c'est juste Oh, la le génération détraquée, ils sont mais une génération de zinzins, frère. Ils sont complètement abrutis par les réseaux, ces gens-là. Mais, euh, mais non, non, c'est un vrai bon. Franchement, sur la partie psycho et tout, c'est un vrai bon secret Faudra que entraîneur. je l'écoute, je pense. Pas écouté. Ouais, ouais. Et justement, c'était intéressant justement sur l'accompagnement des athlètes. Déjà, tu vois, bah, par exemple à Tokyo, quand il y avait absolument aucun public, et du coup, tu te dis, mais pourquoi je fais tout ça? Genre, Ouais, je c'est suis ça. là, je m'entraîne, je me tabasse pour être dans une salle vide. Et en fait, à l'inverse, bah, après, t'es à Paris, t'es chez toi, une effervescence de malade, un truc de malade. Ça dure 2 semaines, 3 semaines, et après, tu rentres chez toi. Et plus personne parle de toi. Tu étais là, tu faisais du VTT, cross, machin. Tout le monde te regardait, t'applaudissait, tu faisais du BMX. Demain, plus personne parle de toi. On sait même plus que tu fais du BMX. On sait même plus comment tu t'appelles. Et du coup, sur la gestion Ouais, il y a eu beaucoup pré-JO des des athlètes, burn-out. c'était intéressant. Comment? Il y a eu beaucoup d'athlètes qui ont témoigné avoir fait des burn-out post-JO. Ouais, Comme, ouais, ouais, comme ouais, c'était chaud, hein. la Romain judokate, voilà. Voilà. Elle a très bien documenté son truc. C'était cool, mais c'est C'est exactement exactement dans le dans le post-JO. En post-JO, plus, en elle avait plus, elle avait perdu. perdu. Donc, Donc, vraiment, vraiment, tu sens t'avais tout t'avais son tout monde son qui monde Ah, s'était. qui carré? Elle fait s'était. 3 quand même. Pardon? Pardon? Elle fait 3 quand même. 3 plus championnat olympique par équipe. Je sais, Je mais sais, tout de mais même. tout de même. C'était Clarisse avec Benelou? Non, non, Ou une non, autre? non, Romain Dico. Non, Roman Non, Roman Dico. Dico. Non, mais Non, même mais si elle même fait si elle fait 3, Plus de 3, même 70. si elle, même si elle, quand tu quand tu voyais tu voyais ce tu qu'elle voyais ce qu'elle disait, disait, bah, bah, la meuf, elle meuf, était elle au était bout du au bout rouleau, du quoi. rouleau, quoi. Et c'est là où, tu vois, je pense que par rapport à d'autres fédés, la fédération de judo a un gros travail à faire sur l'accompagnement mental des athlètes. Parce que je pense qu'il y a certaines fédés où c'est pris en compte. Je pense que dans le rugby, c'est pris en compte. Tu vois, le fait que les joueurs aient fait leur médaille olympique, je pense que l'accompagnement post-JO a été fait. Vu tout ce qu'ils nous avaient expliqué avec Je sais pas. tout ce qu'ils ont fait avant les JO, je crois que oui, ils avaient mis en place un truc, ok, on va se dire, bah ouais, je sais que nos athlètes, ils ont un pic à ce moment-là, bah qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les aider? Franchement, boîte de nuit, alcool, femmes, voilà, c'est ça pour les aider, Let's hein. go. Vas-y. Pas besoin de plus, c'est des sportifs de toute façon. Voilà, hein, tu les emmènes à Bali, frère, tu les emmènes à Dubaï. Mec, une Like, une petite anecdote sur très ça, très très drôle. très drôle. Aujourd'hui, Aujourd'hui, il y avait un il y avait match un un peu match de première div de foot ici au ici au Portugal. Portugal. Euh, Euh, entre entre Porto, Porto, donc là donc en ce là moment en ce qui est moment qui est numéro 1, numéro 1, et et le club du du national national d'ici qui est d'ici qui est genre genre 10e, un truc du 10e, un genre. truc du genre. Et, euh, Et, et hier et hier soir, ils soir, ont ils ont privatisé privatisé la la boîte de boîte de nuit, nuit, mais genre mais genre pour pour les fans les fans présents sur présents l'île. sur l'île. À Skip, À la Skip, boîte la de boîte nuit, de elle nuit, a elle a fermé elle a fermé plus plus tôt tôt parce parce que que les les gars, gars, ils ils ont ont foutu foutu le le zbeul à zbeul à l'intérieur. Du l'intérieur, coup, ils du ont coup, ils ont viré tout le viré tout monde. le monde. Ah, c'est bon ça. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bon, ok, la team. Non, D'autres vraiment, Vraiment discussion. tout sympa. après.
Non, c'était un truc qui me tenait à cœur. Je pense que la plupart des choses, vous les connaissiez à peu près, mais de remettre un peu des mots sur certaines choses, je pense que c'est important. Et après je pense que je continuerai là-dessus sur mon prochain séminaire. J'ai déjà commencé à bosser un peu dessus. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à spécifier sur le profil de médaille d'or. Et s'il y a deux tests qui vous intéressent, on peut les inclure dedans, parce que je pense pas qu'on fera un séminaire juste pour le profil de médaille d'or. Test sur l'anxiété ou les choses comme ça. Non, mais Non, mais ce que tu ce peux que faire, au tu lieu peux de faire se au lieu faire de se faire sur les tests, tu peux tu voir peux sur voir sur l'évolution l'évolution suite à ces tests. Comme ça, Euh, Par Par exemple, exemple, tu nous parles tu de nous parles de l'évaluation, comment l'évaluation, tu comment tu évalues en évalues soi. en soi. Ensuite, de ce Ensuite, que tu de mets ce en que tu mets place en pour place pouvoir pour pouvoir avoir, par exemple, avoir, par certains exemple, certains feedbacks par rapport feedbacks à par rapport certaines à certaines choses, choses, etc. etc. Ou qu'est-ce que Ou ça qu'est-ce que ça révèle révèle de mon de mon athlète, athlète, ou ou comment comment réagir. réagir. Je sais pas, Je sais pas, je prends je donne je donne des je donne idées comme des ça idées en comme vrac, ça en vrac. mais c'est à Mais quoi, c'est à c'est quoi, ce que ça c'est me ce fait que ça me penser. fait penser. Ok. Bon, je vois. Sinon, j'en ai un autre sur la prévention de. J'ai pas lu encore, mais c'est un énorme article qui est sorti. C'est une review un peu de littérature sur. Un peu. Je sais pas si ça parle de sélection, faudrait que je regarde un peu plus précisément, mais en gros, c'est les qualités mentales et les risques de burn-out, genre de la prévention de ça grâce à l'évaluation, en fait. Ok. Donc, à voir. Stylé. Euh, Messieurs, deux petits trucs, vite fait. Moi, j'arrête le record, Baudouin, on s'en fout. ouais, c'est bon. Baudouin.